Ce soir expire le moratoire sur le gel des constructions en Cisjordanie. Tous les regards sont désormais tournés vers Israël pour la suite des pourparlers de paix. On y reviendra. La France est prête à négocier avec les ravisseurs des 5 Français enlevés dans le Sahel, mais aucun contact n'a été établi. Et puis en sport, les matchs de Ligue 1 de football, tous les résultats de ce soir. Enfin, notre invité dans Soir 3 Politique, notre rendez-vous nouveau du dimanche sera Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP. Soir 3 dans quelques minutes, après la météo de Florence Klein. Au XXIe siècle, rénover le musée Fabre, le musée des Beaux-Arts, c'était déjà un événement en soi. Mais alors, y enraciner dans ses hauteurs une expo permanente dédiée à Pierre Soulages, The Man de l'art contemporain, mais c'est le sommet de la classe cosmique. Mes amis, c'est décidé, je reprends espoir, juste aujourd'hui, comme ça, pour moi, pour vous. Montpellier Agglomération, vouloir sans modération. Notre région passe à la télé tout numérique. Madame Bernard, est-ce que vous savez si notre immeuble est prêt pour le passage au numérique? Il soit déjà à la TNT, non? Madame Françoise! Bah oui, mais c'est Madame Brenet qui sait ce genre de choses. Attendez, même si votre immeuble reçoit déjà la TNT, vérifiez qu'il la recevra encore après le passage. Pour le savoir, contactez le syndic de votre immeuble. Moi? La salle bite de l'immeuble? Toutes les infos et les aides disponibles au 0970 818 818. Chez nous, à Bayonne, les grands chefs aiment se défier. Cette fois, qui réussira la meilleure recette de jambon de Bayonne? Oh non, c'est pas vrai. Jambon de Bayonne, même les grands chefs n'ont rien à ajouter. Comment dire? Elle m'apprend à mieux vivre ma maladie. Avec cette médecine, je me sens mieux. Et ça dure. 97% des patients disent ressentir des effets durables. Grâce à elle, après mon accident, j'ai repris plus vite que prévu. Une médecine qui prend le temps de soigner. La médecine thermale, efficace pour longtemps. Médecinethermale.fr. Demain, sur France Télévisions. France 2, Castle, entre cuisine interne et mort d'un restaurateur. France 3, Ingrid Betancourt, 6 ans dans la jungle, un documentaire hors série inédit. France 4, John Travolta et Christian Slater s'affrontent dans Broken Arrow. France 5, l'assassinat d'Henri IV, ou comment l'histoire a basculé. France O, et si la voix de la liberté était diffusée sur Radio Favela. Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Bonsoir, j'ai 1 minute pour vous expliquer avec un feu sur la langue ce qu'est un cheval sur l'œil. Épique comme programme, n'est-ce pas? Un cheval sur l'œil, ce n'est pas plus handicapant qu'un chat dans la gorge, un python dans le slibard ou des oursins sous les bras. En fait, avoir un cheval sur l'œil, c'est avoir le coup de foot pour un cheval dès le premier regard. On tapisse sa chambre avec ses photos, on le suit partout, on l'espionne. Tout ça, hein. Pour confirmer mes propos, voici une femme au regard de braise, Alexandra Rosa. Alors, est-ce que j'ai raison? Mais non, Marie-Odile. Un cheval sur l'œil est un cheval qui est constamment sur le qui-vive. Le moindre bruit ou objet peut le déstabiliser. Le rôle de son jockey est alors très important. Il doit être à l'écoute de son cheval pour anticiper ses craintes, le rassurer et le détendre. Merci, Alexandra. En gros, c'est un cheval névrosé qui a besoin d'aller voir un psy pour régler son complexe hippique. Demain, on parlera sans se quitter du regard. Sauf s'il y a des courses, auquel cas, ça sera forcément hippique. À demain. Sur France 3, on ne vous dira pas à quoi penser. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon? Je pense le contraire. On ne vous dira pas ce que vous devez lire, regarder, écouter. Laissez-moi terminer. Non, mais je peux parler. C'est jamais quelque chose d'acquis, la liberté d'expression. On ne vous dira même pas qui croire. Je crois pas que l'avenir est là. Moi, je crois en l'homme. C'est une bonne façon d'illustrer le débat pour les Français. Il faut redonner le sens à ça. Et je t'aime parce que tu peux penser le contraire. Par rapport au... Ce soir ou jamais, du lundi au jeudi sur France 3. Le seul débat d'idées qui ne sert personne, sauf vous. Vous êtes arrivé juste à temps pour retrouver la météo de France 3. Avec Monsieur Bricolage. Bonsoir.
François. C'est vraiment un temps très frais et très désagréable que nous avons en ce moment et malheureusement ça va durer. Alors, une perturbation est arrivée par le nord, elle donne beaucoup de pluie. On a eu 20 mm déjà sur le nord et ça pourrait donner jusqu'à 30 mm sur la Normandie. On va retrouver cette perturbation demain matin sur ces régions avec des pluies soutenues. À l'arrière, petite amélioration, pas mal de grisailles mais moins de pluie. Et puis à l'avant, on devrait avoir du soleil avec toujours du vent en Méditerranée jusqu'à 70 km/h. Puis à signaler aussi des entrées maritimes sur l'ouest, donc beaucoup de grisailles pour démarrer la journée. Dans l'après-midi, c'est tout de même l'amélioration sur toutes ces régions avec la présence du soleil, toujours du vent en Méditerranée. Et puis la perturbation descend, perdant de son activité. On va retrouver beaucoup de nuages, mais un peu moins de précipitations. Les températures. Alors, après des températures très fraîches dans la matinée et dans l'après-midi, nous aurons toujours des températures de fin octobre. Nous sommes 5 à 6 degrés en dessous des normales saisonnières et malheureusement, ça va durer. Regardez pour le temps prévu dans la semaine. Donc, température très fraîche. Mardi, encore une moitié nord sous les nuages, une moitié sud avec un temps très agréable. Le vent commence à faiblir. Mercredi, il fera très beau sur le sud et sur l'ouest, mais on verra déjà arriver une nouvelle perturbation par la Bretagne. Et là, c'est une dégradation qui durera jusqu'à la fin de la semaine. On voit donc des passages perturbés, du vent qui va se renforcer très nettement. On pourrait atteindre 100 km/h au cours de la semaine sur les côtes de la Manche et puis des températures qui vont à nouveau baisser. Demain, nous fêterons les Vincent. Je vous souhaite une très belle fin de soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Francis Letellier pour Soir 3. À demain, bonsoir. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. 3, 2, 1. Merci d'accueillir celui à qui nous consacrons entièrement cette soirée, Michel Galabru. Les autres, c'est que des miséreux. Je voudrais relever un peu le niveau culturel de cette émission. Vous nous avez dit qu'on traverserait toute la France en vélo. Vous avez eu le premier prix du conservatoire. Ah oui, je suis pas une merde, oui, oui. Non, non. Michel Galabru vous invite à célébrer ses 60 ans de carrière en compagnie de tous ses amis. Mardi à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre divertissement avec Vegas. FDJ. Bonsoir et merci d'être avec nous pour Soir 3. Soir 3 un petit peu plus long désormais le dimanche puisque chaque semaine nous aurons notre rendez-vous Soir 3 politique. Notre premier invité ce soir, Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UMP, on vous retrouve évidemment d'ici quelques minutes. Mais d'abord l'actualité, un nouveau convoi fait route vers Gaza, mais cette fois à bord, ce sont des pacifistes juifs de différentes nationalités, européens, israéliens, américains. Le bateau est parti de Chypre aujourd'hui. Il transporte des jouets, des livres, du matériel de pêche, des médicaments. Tout ça a été financé grâce à des dons. Le bateau devrait arriver d'ici après-demain. Le but de cette opération est de dénoncer le blocus maritime de la bande de Gaza, décrété par Israël depuis 2006. La porte-parole du groupe a indiqué qu'il s'agissait de montrer que tous les juifs ne sont pas d'accord avec la politique israélienne. En mai dernier, vous vous souvenez, une flottille turque avait mené le même type d'opération. L'armée israélienne était intervenue. 9 membres d'équipage avaient été tués. Et c'est ce soir, à minuit, qu'expire normalement le moratoire pour le gel des constructions en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou a appelé au calme. Le Premier ministre israélien est sous la pression des colons qui veulent relancer les constructions. Et c'est un test pour Israël, au moment où de nouveaux pourparlers de paix sont menés avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas sous l'égide des États-Unis. Les enjeux avec Caroline Sims. Ces colons juifs fêtent à leur façon la fin du gel des constructions dans les colonies en faisant couler du béton. À Kiryat Netafim, ils ont déjà creusé les fondations d'un nouveau jardin d'enfants. Les colons refusent d'écouter les appels à la retenue lancés aujourd'hui par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Partout, comme ici à Ariel, une des plus grandes colonies juives, on se prépare à construire. La pression sur le gouvernement est forte, pas question de faire de nouvelles concessions. La fin du moratoire cette nuit est une excellente nouvelle. Il ne faut absolument pas le prolonger. Nous allons reconstruire comme dans le passé. On espère que demain matin, il y aura plein de nouvelles constructions en Judée et Samarie. Hier, à la tribune des Nations Unies, le président palestinien a menacé d'arrêter les négociations de paix.
Israël doit choisir entre la paix et la poursuite de la colonisation. Le gouvernement israélien ne prolongera pas le gel des constructions en vigueur depuis 10 mois, mais se dit prêt à un compromis. On ne peut pas se permettre de faire dérailler un processus de paix qui a un impact sur la vie de millions de gens et sur la stabilité de la région, sous prétexte qu'Israël n'a pas les moyens de faire arrêter totalement les constructions. De retour des États-Unis, Mahmoud Abbas s'est arrêté à Paris, où il a rencontré ce soir des personnalités juives. Demain, il sera reçu par Nicolas Sarkozy. La communauté internationale entend peser de tout son poids pour sauver le dialogue israélo-palestinien. Bonsoir Christian. Bonsoir. Tout est question de négociation évidemment, et puis des relations de confiance que pourront peut-être établir sur le long terme Israéliens et Palestiniens. Oui, mais ne rêvons pas trop. Vous savez, toute poursuite des négociations sérieuses doit passer par une décision israélienne de prolonger le moratoire sur le gel de la colonisation. Or, c'est aux Palestiniens que l'on demande de faire preuve de retenue et de ne pas rompre les discussions. Cela paraît aberrant dans la mesure où le Premier ministre israélien Netanyahou refuse la prolongation du moratoire et se trouve en position d'otage de la branche ultra-radicale de sa coalition, hostile à tout règlement. Tout le monde le sait, que le seul plan de paix qui tienne la route, c'est le plan de paix arabe d'inspiration saoudienne qui stipule la reconnaissance du droit à l'existence et à la sécurité d'Israël en échange du retour aux frontières de 67. Le président américain, Barack Obama, s'est beaucoup investi dans ces négociations. Il joue gros. Devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il vient de déclarer qu'on aura d'ici 1 an un accord qui, je le cite, nous amènera à accueillir l'État souverain palestinien vivant en paix avec Israël. Tout cela, c'est bien, mais si la volonté et le courage politique des Israéliens et des Palestiniens ne sont pas au rendez-vous, un tel discours restera, hélas, pour la énième fois, un vœu pieux. Christian, merci beaucoup. Nous allons revenir sur l'enlèvement des 5 Français au Niger il y a 10 jours. Les autorités françaises n'ont aucune nouvelle, mais lancent un appel aux ravisseurs en se disant prêtes à négocier. Un homme de 29 ans accusé de pédophilie aux États-Unis a été arrêté à Angers. Il avait abusé d'enfants dans une école franco-américaine. Son avocat précise qu'il a entamé des soins psychiatriques, on l'entendra. Et puis demain va s'ouvrir le procès de 3 hommes devant la cour d'assises de l'Hérault. Tous les 3 auraient participé au meurtre d'une ancienne pharmacienne il y a 2 ans et demi, Bernadette Bissonnet. Aucun contact n'a pu être établi et donc aucune négociation n'est engagée avec les preneurs d'otages du Niger qui retiennent 5 Français depuis plus d'1 semaine. Mais la France est prête à discuter. Les otages sont toujours dans le désert entre le Mali et l'Algérie. Des militaires français effectuent depuis plusieurs jours des vols de reconnaissance dans la région. Le point avec Gwenaëlle Lenoir. Une étendue désertique, grande comme 2 fois la France, avec de rares puits espacés de plusieurs centaines de kilomètres. Voilà où se trouvent les 7 otages français, malgaches et togolais enlevés au Niger, affirme aujourd'hui l'Élysée. D'Arlit, au Niger, où ils ont été kidnappés, ils ont été transportés dans le nord-est du Mali, aux confins de l'Algérie. Cette région est le fief de cet homme, Abou Zaïd, un des dirigeants d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, déjà responsable de la mort de Michel Germanou. Régis Belleville connaît bien cette partie du Sahara. Il l'a arpentée seul avec ses dromadaires et avec des missions scientifiques. Il témoigne de l'implantation d'AQMI. AQMI a tissé des liens assez étroits avec les nomades du Nord Mali en faisant de l'humanitaire dans un premier temps depuis de nombreuses années. Et ensuite des liens de sang, puisqu'il y a eu des mariages qui ont été effectués, et il y a bien sûr un grand respect par rapport à certaines familles qui peuvent être maraboutiques, etc. Ça a surtout la conséquence au niveau d'AQMI d'avoir une solide logistique dans toute cette zone, par des dépôts réguliers en carburant, en eau et en nourriture, pour leur permettre d'être extrêmement mobiles. Dans cette zone traditionnelle de contrebande, l'apparition du trafic de cocaïne, il y a juste quelques années, a augmenté la puissance des différents groupes d'AQMI, les Katiba, parfois rivaux. Il doit exister une forme de rivalité entre 2 Katiba, donc celle de Belmokhtar et d'Abou Zaïd, et qui fait qu'il y a sans doute une surenchère qui se traduit par des enlèvements plus fréquents, qui se traduit effectivement par une augmentation des routes de la cocaïne. Les chefs d'état-major algériens, maliens, mauritaniens et nigériens se sont réunis aujourd'hui à Tamanrasset. Objectif, coordonner leur lutte contre AQMI.
De son côté, Paris attend des preuves de vie des otages et s'est dit prêt à discuter avec les ravisseurs. Et puis Françoise Rudzetsky, fondatrice de l'association SOS Attentat, estime que les entreprises françaises ne protègent pas assez leurs employés expatriés. Ces gens permettent à la France de décrocher de juteux contrats, ils font tourner des entreprises. Et que fait-on pour les protéger des attaques et des enlèvements? Rien, a-t-elle lancé dans le journal du dimanche. Et puis ça fait 271 jours que nos confrères et collègues Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont otages en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Il était recherché aux États-Unis, il a été arrêté en France, à Angers. Un homme de 29 ans poursuivi pour agression sexuelle sur 6 mineurs a pu être identifié. Depuis 2 ans, il travaillait dans une école franco-américaine dans le Minnesota. Les familles ont porté plainte. Camille Pontieux nous en dit plus. Adrien Massy, 29 ans, pensait échapper à la justice en fuyant les États-Unis. C'est finalement 7000 km plus loin, à Angers, qu'il a été arrêté mardi. La police américaine le soupçonne d'avoir violé et agressé sexuellement 6 enfants dans cette école française du Minnesota où il enseignait depuis 2 ans. On a affaire à un pédophile structuré qui n'a de cesse que de multiplier les rencontres avec les enfants. Il se dirige vers l'enseignement pour ces raisons-là. Il encadre des sorties scolaires pour ces raisons-là, pour être le plus de temps possible seul avec des enfants. Et à chaque fois qu'il se retrouve avec des enfants, et ce depuis des années et des années, il multiplie les actes à connotation sexuelle. Le FBI recherchait Adrien Massy depuis le 10 juin dernier, depuis les révélations de plusieurs enfants âgés de 10 ans. L'enseignant est alors renvoyé de l'école et le scandale éclate. Mais Adrien Massy prend la fuite juste avant que la justice américaine ne lance un mandat d'arrêt international. L'homme se rend en Islande avant de rejoindre Angers, sa ville d'origine. Il sait probablement que la France n'extrade pas ses ressortissants pour crimes sexuels. Il est venu me voir avec comme seul objectif de se constituer prisonnier. Donc pas pour échapper à la justice, pas pour fuir. Comme toute personne qui est atteinte de ce type d'affection, ce qu'il souhaite désespérément, c'est guérir. Adrien Massy se dit conscient de son état et affirme avoir entrepris des soins psychiatriques. Devant les enquêteurs, il aurait reconnu la quasi-totalité des faits et même avoué 2 autres viols commis en France avant 2008. Jeudi, il a été mis en examen et écroué. Un deuxième cas de chikungunya a été détecté dans le Var, toujours à Fréjus, sur une fillette de 12 ans. Une nouvelle fois, elle est soignée chez elle. Et le foyer pourrait avoir été identifié auprès d'une autre petite fille de la région qui souffrait des mêmes symptômes lorsqu'elle est rentrée d'Asie fin août. En Allemagne, un accident de car de touristes polonais a fait 13 morts et une trentaine de blessés sur une autoroute. Le chauffeur a voulu éviter une voiture. Le car est allé s'encastrer dans la pile d'un pont. La route était glissante à cause de la pluie. Près de Bruxelles, le gaz pourrait être à l'origine de l'effondrement de 3 maisons qui n'ont pas résisté à une explosion hier soir. Les bâtiments voisins ont subi d'importants dégâts, 3 habitants ont été tués et 17 blessés. Et puis au Chili, les opérations pour remonter les 33 mineurs bloqués au fond d'une mine depuis plus de 50 jours avancent bien. Les tunnels menant aux mineurs sont presque finis et la première nacelle qui permettra de ramener les hommes au jour, un par un, est arrivée sur les lieux, prête à entrer en service dès que le contact direct sera établi avec les mineurs. C'est un procès qui va durer 1 mois. Il s'ouvre demain devant la cour d'assises de l'Hérault. 3 hommes comparaîtront. Tous auraient une responsabilité dans le meurtre de Bernadette Bissonnet, une ancienne pharmacienne retrouvée assassinée il y a 2 ans et demi chez elle, près de Montpellier. Le mari, le jardinier, un vicomte seront sur le banc des accusés. Une affaire sur laquelle revient Clément Weirenal. Jean-Michel Bissonnet a-t-il fait assassiner son épouse Bernadette? Depuis plus de 2 ans, le notable de Montpellier est en prison. Toutes ces demandes de mise en liberté ont été refusées. Je voudrais que l'on arrête de m'accuser de cette façon. C'est absolument abject. C'est abject pour me dire que j'ai voulu tuer ma femme, mais ça me rend malade. Je suis en prison, je paye pour rien, alors que le tueur de ma femme est en liberté. Bernadette et Jean-Michel Bissonnet, un couple idéal, l'image du bonheur. Mais un soir de mars 2008, l'homme d'affaires rentre chez lui après une réunion du Rotary Club. Bernadette est morte, abattue de 2 coups de fusil. Très vite, l'enquête s'oriente vers le jardinier, Méziane Belkacem, qui avoue avoir tué Bernadette à la demande de Jean-Michel Bissonnet. Dans son entreprise, le jardinier a été aidé par le meilleur ami de Bissonnet, le vicomte Amaury d'Harcourt, un personnage très énigmatique. Sa mission était de faire disparaître l'arme du crime. Amaury d'Harcourt a lui aussi reconnu les faits, mais il a été laissé en liberté et demeure aujourd'hui reclus dans son château.
Je crois qu'il faudra que M. Bissonnay nous explique, de vive voix, dans un débat public, comment il explique que ce jardinier et ce vicomte qui ne se connaissent pas, ou très peu, puissent, j'allais dire, derrière son dos, organiser ce funeste projet. Reste une question, pourquoi le notable montpelliérain aurait-il voulu tuer sa femme? Le mystère de ce dossier, et c'est le mystère essentiel, c'est l'instruction de 29 mois n'a jamais pu trouver le moindre mobile à Jean-Michel Bissonnay. Je n'en peux plus. Il y a bien quelques hypothèses qui relèvent du crime crapuleux le plus banal. Bissonnay n'aimait plus sa femme et se refusait à envisager un divorce qui l'aurait obligé à partager sa fortune. Mais il ne s'agit que d'une construction forgée par l'accusation et qui ne repose sur aucun élément tangible. Il faudra 4 semaines de procès aux jurés de la cour d'assises de l'Hérault pour trancher et dire si Jean-Michel Bissonnay est coupable ou innocent. Pour apprendre à parler une langue étrangère, il n'y a pas meilleur moyen, vous le savez, que de s'immerger dans l'ambiance du pays ou en tout cas de côtoyer des étrangers. Et c'est une nouvelle tendance qui arrive dans les grandes villes, en France et un peu partout en Europe, les bars polyglottes. Ce sont des gens du monde entier donc qui s'y retrouvent, se parlent, échangent. Le reportage à Paris de Nathalie Berthier et Guy Sabin. Un Américain seul à Paris. Robert Stewart, sa journée d'escale, il veut la passer à la rencontre des Parisiens. Vous courez où comme ça? Oui, je vais à un bar. Bienvenue. Un bar au concept nouveau. Cheers. Santé. Hi everyone. C'est un véritable repère de polyglottes. Qu'est-ce que tu fais ici? Le rendez-vous de toutes les nationalités. Elle est de Slovénie, il est indien, elle est française. Des clients de tout âge, de tout milieu, qui partagent un seul but, vouloir pratiquer la langue de leur choix. Maintenant, il m'apprend quelques phrases en hindi, mais après, je lui ai appris le même en slovène. Ça, it's I am. What languages do you speak? Italian, English, and French. Le principe est simple. Les organisateurs accueillent ceux qui viennent pour la première fois, puis il suffit d'aller à une table et demander aux autres dans quelle langue ils parlent. Ambiance bon enfant, même les débutants, convivialité aidant, se jettent à l'eau. Comme les gens sont là pour apprendre une langue, ils vont être patients. Donc même si on met du temps à dire une phrase, ils vont être là pour nous aider. Voilà, on a le temps, hein, on a toute la soirée, donc voilà. Est-ce que c'est un bon moyen de draguer? C'est un bon moyen de faire quoi? Mais non, juste élargir son cercle d'amis. Une centaine de personnes presque chaque soir à Paris, le succès dépasse la capitale. Des rencontres polyglottes existent aussi à Lyon, Marseille, Valence et en Europe. Et sachez que dans le monde, plus de 6000 langues sont parlées, mais seulement une vingtaine couvrent à elles seules plus des 3/4 de la planète. On en vient à l'actualité sportive maintenant avec la victoire de Fernando Alonso en Formule 1 aujourd'hui et puis du football, les derniers matchs de Ligue 1 ce soir, le résumé de Christian Réunif. 61 tours de circuit. À droite, à gauche, tout droit ou dans le mur. C'était tout à l'heure à Singapour. Il a fait chaud, très chaud même, mais plus de peur que de mal pour le Finlandais Heikki Kovalainen. Finalement, c'est l'Espagnol Fernando Alonso qui renforce ses chances d'ajouter un 3e titre mondial en remportant le Grand Prix de Formule 1. C'était champagne sur le bitume. Un autre bitume, un autre pays à 10 000 km de ses pneumatiques, c'est Berlin et son marathon. 42 km et 2 h 4 minutes 48 secondes d'effort pour le vainqueur, Mako. 2 Kenyans aux 2 premières places, loin des fastes des sports mécaniques, loin, très loin de la Ligue 1. Question foot ce soir, pas beaucoup de buts, pas beaucoup de matchs. Brest s'impose pour la première fois de la saison à domicile face à Valenciennes grâce à Roux. Il n'est pas tout à fait fini puisque en ce moment le PSG mène face à Lens 1-0. Une nouvelle qui nous attriste tous à France 3, le décès subit de Charles Sanviti, il avait 50 ans. C'était une figure du service politique, un style et une plume aussi, Charles. Et nous en venons à la politique justement avec notre nouveau rendez-vous, Soir 3 politique. Xavier Bertrand est l'invité de Soir 3 politique. Il est le patron de l'UMP. Pour combien de temps encore? Il y a aussi la question des retraites. Jusqu'où peut aller le bras de fer avec les syndicats?
L'État veut faire des économies, qui paiera la facture? Et puis, l'immigration revient dans le débat. Xavier Bertrand, merci d'être avec nous ce soir. Merci On va de votre parler invitation. de choses concrètes qui intéressent les Français. Notamment, une chose dont tout le monde parle en ce moment, c'est l'avantage fiscal qui était accordé aux jeunes mariés ou aux jeunes pacsés, qui va disparaître, puisque maintenant, ils ne pourront faire qu'une seule déclaration. Ça fait 500 millions d'économies pour le budget de l'État, mais est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce qu'il n'y a pas des économies à trouver ailleurs? Écoutez, on dit toujours qu'il y a des économies à trouver ailleurs, mais on attend bien souvent les propositions pour cela. Il faut que l'on dépense moins, parce que nous savons pertinemment que nous ne pouvons plus continuer à vivre avec les montants de déficit et de dettes que l'on connaît. Oui, mais là, les jeunes mariés... Attendez, quelqu'un Vous imaginez, c'est un cadeau en moins. Non, non, et vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire, je ne vais pas jouer sur les mots. On n'enlève pas, quoi que ce soit, la situation existante de personnes en France mariées. Pas du tout. C'est qu'à l'avenir, on n'aura pas cette possibilité de faire 3 déclarations. Vous voyez, autant cette mesure, je l'accepte, autant je me suis battu, je vous le dis, pour qu'on ne supprime pas le cumul entre l'APL et la demi-part, notamment pour les étudiants, parce que là, ça enlevait quelque chose à des Français, notamment aux classes moyennes. Mais là, franchement, nous avons vraiment besoin de faire des économies, de dépenser moins, et je préfère que l'on dépense moins plutôt que d'augmenter les impôts, car je suis farouchement contre les augmentations d'impôts. Alors, vous êtes contre les augmentations d'impôts, sauf que les niches fiscales sont dans le collimateur du gouvernement. Vous savez, ces allègements fiscaux qui permettaient parfois d'arrondir les fins de mois pour les foyers modestes, ceux qui investissent dans l'immobilier, par exemple. Ce n'est pas souvent les foyers modestes qui investissent dans l'immobilier. Et ceux qui investissent aussi, par exemple, dans le solaire, par exemple. Pas toujours les foyers modestes non plus. Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, les Français doivent s'attendre à payer plus d'impôts? Parce que ça revient à ça. Non, c'est pas du tout ça. Et là encore, je crois qu'il faut être très précis. Certains proposent, notamment le Parti socialiste, et lui, pour augmenter les impôts. Moi, je m'y refuse, parce que nous sommes dans un des pays en Europe où nous avons le plus de prélèvements obligatoires. Voilà pourquoi je suis contre les augmentations d'impôts, aujourd'hui, demain, comme même après-demain. Que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit la CSG, les impôts sur les sociétés ou la TVA, je suis farouchement contre. Par contre, quand vous touchez à des niches fiscales, c'est-à-dire que certains ménages, c'est vrai aussi parmi les plus aisés, parce que c'est souvent ça, pour avoir des réductions d'impôts, il faut en payer. Et en payer beaucoup, ceux-là auront moins de réductions d'impôts. Ce n'est pas la même chose. Alors, il y a une chose dont on parle beaucoup aussi, d'un point de vue strictement politique maintenant, c'est le remaniement gouvernemental qui est annoncé pour novembre. Et Patrice, bonsoir. Bonsoir. François Fillon semble être prêt à partir. On peut dire qu'il prépare même sa sortie. Il ne claquera pas à la porte de Matignon façon Chirac. Il n'attendra pas non plus d'être remercié. Manière Juppé ou Raffarin, c'est lui qui veut devancer l'appel. Vendredi dernier à Biarritz, devant les parlementaires UMP, il a déjà signé son bilan. Et aujourd'hui sur France 2, l'ambitieux franchit le Rubicon. Le collaborateur ose se placer à la même hauteur que le locataire de l'Élysée. La fin du sacré. Nicolas Sarkozy est un allié, je cite, dit-il, et surtout pas un menteur. J'ai bien dit mentor, pas menteur, je veux sourire. Le moine soldat aurait donc fait alliance et non allégeance. Le chef de l'État est prévenu, il doit ménager celui qui est devenu le meilleur d'entre eux. Et pour maintenir la pression, François Fillon pique même une vieille recette de son allié, se faire désirer. Avec malice, le Sartois n'exclut pas d'arrêter la vie politique après Matignon, lui, l'un des artisans de la victoire de 2007, si populaire à droite, lui dont le candidat Sarkozy ne pourra se passer en 2012. Du coup, l'Élysée accumule les casse-têtes. D'ici novembre, trouver un successeur à Matignon. Ensuite, trouver un poste à François Fillon, la présidence de l'Assemblée nationale, la tête de l'UMP. Dans les deux cas, Nicolas Sarkozy mangera sûrement son chapeau. Ce sont deux proches, Bernard Accoyer et Xavier Bertrand, qui sont en place et qu'il faudra donc déloger. Alors Xavier Bertrand, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre place, par exemple, à la tête de l'UMP? Parce qu'il y en a qui voudraient bien votre place. Écoutez, tout ceci, moi je respecte le commentaire, mais tout ceci, ce sont des interprétations. Je connais bien les deux hommes, pour avoir parlé aussi très clairement avec l'un comme avec l'autre, mais il n'y a pas de la part du Premier ministre autre chose que d'exercer sa mission. Vous l'avez dit, c'est un homme à la fois de devoir, un homme d'État. Et toutes ces questions de savoir quel est exactement son état d'esprit supposé au virtuel, ça n'est pas le sujet. J'étais à Biarritz lors de ces journées parlementaires. Et on a un Premier ministre qui a fixé à la fois une ligne politique, continuer les réformes, et aussi une ligne de conduite, l'unité. Alors qu'est-ce qu'a dit François Fillon? L'unité derrière Nicolas Sarkozy. Pourquoi devrait-il partir? Est-ce qu'après tout, il ne pourrait pas rester Premier ministre? Écoutez, d'ailleurs, toutes ces questions, dans le discours, ça y est, il va partir. Moi, je n'ai pas entendu le même discours. Je n'ai pas vu autre chose que ce qu'a dit le Premier ministre dans un discours qui était un discours très clair, un discours très fort. Il pourrait rester. Rien de moins, rien de plus. Je ne suis pas celui qui choisit si le Premier ministre s'appellera François Fillon après le remaniement qui était annoncé. Mais tout le reste, regardez, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure,
on a abordé des sujets concrets très précis. Je sais que la question du remaniement passionne les ministres en place, on va parler d'autre chose, ceux si qui vous voudraient voulez. le devenir. Mais pour les Français, ils nous disent en général, attendez, toutes ces questions de chaises musicales ou autres, c'est pas notre sujet. L'emploi est notre sujet, la sécurité est notre sujet. Non, attendez, les retraites. dont acte. Justement, les retraites, puisque François Fillon est en première ligne pour cette réforme. Pas question donc de changer l'âge de départ à la retraite qui serait de 62 ans et 67 ans. Mais les syndicats appellent à manifester la semaine prochaine. Jusqu'où peut aller le bras de fer avec les syndicats? Pourquoi parler de bras de fer? J'étais samedi matin à Lyon, j'ai débattu pendant plus d'1h30 avec Bernard Thibault sur cette question. Je crois qu'il faut bien voir une chose. Nous avons toutes et tous une volonté de maintenir notre système de retraite tel qu'il existe, c'est-à-dire la répartition. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Les syndicats sont d'accord là-dessus, mais ils ne sont pas d'accord sur le fond de la réforme. Non, mais pourquoi? Ce n'est pas sur le fond. Ils ne veulent pas entendre parler de relever l'âge légal. C'est compliqué de discuter dans ces cas-là. C'est très compliqué. Mais ils vous accusent à l'inverse de ne pas vouloir négocier non plus l'âge de départ. On ne va pas jouer sur les mots. D'ailleurs, les manifestants comme les syndicats ne sont pas mes adversaires, ne sont pas des adversaires. Mais seulement, ils le savent, à partir du moment où nous avons fait ce choix qui est un choix logique, on vit de plus en plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Et si on ne relève pas l'âge légal de 2 années, on ne peut pas financer les retraites. Aujourd'hui, une retraite sur 10 n'est pas payée par la répartition, les actifs qui payent les retraites des retraités. C'est payé par l'emprunt. Vous me parliez tout à l'heure de la dépense publique. Aujourd'hui, c'est 1 sur 10 qui n'est pas payée par notre système. On ne peut pas continuer comme ça. En attendant, vous parliez des syndicats, mais par exemple, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre quand même, qui a connu les réformes qu'il devait mener aussi, toujours membre de l'UMP. Il a connu, lui, par contre, un bras de fer avec les syndicats. Ce n'est pas notre vocation. En tout cas, il conseille au président de la République d'accepter un compromis peut-être sur l'âge de 67 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoutez, l'équilibre financier de la réforme, c'est-à-dire ce qui permettra de payer les retraites, c'est tout simplement de repousser de 2 années l'âge légal, 60 ans à 62 ans. Ma question, c'est pas celle-là. Est-ce que quand Dominique de Villepin dit qu'il faudrait un compromis, c'est une bonne idée? Si vous repoussez le compromis, si vous ne passez pas de 65 à 67 ans, pour l'âge à partir duquel il n'y a plus la moindre décote, il vous faut en 2023 7 milliards d'euros. On fait comment? Donc pas de compromis possible. Attendez, non mais attendez. C'est que ça. Non, ben moi c'est que ça. Si vous manque 7 milliards, vous ne payez plus la retraite. Voilà. Alors il y a beaucoup de conseilleurs, mais seulement il faut savoir qui est le payeur. Et le payeur, c'est notre système de retraite qui doit être équilibré. Dominique de Villepin est un conseilleur. Visiblement, il donne des conseils. Mais en matière de dialogue social, je préfère la méthode Sarkozy. Autre sujet qui va venir en discussion cette semaine, c'est la nouvelle loi sur l'immigration, Patrice. Oui, alors mardi, à l'Assemblée, le gouvernement va défendre sa loi sur l'immigration. Ce sera Éric Besson. C'est l'un des marqueurs politiques de Nicolas Sarkozy, mais il n'est pas le seul. Depuis 30 ans, à l'avoir utilisé, à droite comme à gauche. Un rappel de Serge Chiminot et Christelle Joriot. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Ah, le fameux discours de Grenoble, entré dans la petite histoire d'un 3/5e de quinquennat, immigration et délinquance, nationalité et sécurité étroitement liés. 50 ans d'échec, dit notre président, alors, nouveau projet de loi, Éric Besson à la manœuvre et une phrase titre en guise de hors-d'œuvre. La France reste une terre d'accueil de l'immigration. Dans le même temps, la France reste une terre d'intégration. C'est déjà ça. Mais le climat politique autour de cette question est loin d'être apaisé. Dans la rue, dès que fut connu ce projet de loi, les cortèges ont rappelé en chœur la devise du pays, liberté, égalité, fraternité. Bien sûr, la rue n'a pas toujours raison, mais cela veut-il dire qu'elle a toujours tort? C'est une manip pour la République, tout simplement. Les mots d'ordre de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Or aujourd'hui, Nicolas Sarkozy bafoue les libertés, bafoue l'égalité, bafoue la fraternité. Un projet de loi contesté en même temps qu'un refus de la politique d'expulsion des Roms. Circulaire, il n'y a rien à voir. Un premier texte qui stigmatise avant d'être réécrit, mais le mal est fait. La France, pays des droits de l'homme, mais pas du droit des Roms. Pour cette professeure d'histoire contemporaine, on est dans une politique d'affichage. Poursuivre l'irrégulier et le clandestin ne fait pas une politique d'immigration. Ça pourrait se faire pour beaucoup de choses. Par exemple, si on veut éradiquer la pauvreté, on n'a qu'à expulser tous les pauvres. On n'aura plus de pauvreté. Bon. Il est évident que c'est quelque chose, on a souvent parlé de la stratégie du bouc émissaire. Bon, c'est vrai. Hein, c'est vrai que ça continue de fonctionner. Mais à court terme, ça peut donner un certain nombre de profits électoraux. À long terme, c'est quand même la mise en danger de la cohésion de la société.
avec laquelle on joue, quoi. Faut-il renvoyer les travailleurs immigrés chez eux? Un coup dans le rétro pour finir. Fin des 30 Glorieuses, choc pétrolier. Pour la première fois, on parle depuis l'après-guerre de contrôle des flux migratoires. La politique que nous menons consiste, d'une part, à favoriser le retour de ceux qui souhaitent librement, j'insiste sur librement, on ne les oblige pas, mais à favoriser le retour, parler de retour de ceux qui, par leur libre choix, préfèrent, pour des raisons personnelles ou professionnelles, rentrer dans leur pays. Et la deuxième mesure que nous prenons consiste effectivement à fermer la frontière à de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Bah écoutez, notre président, en tout cas, toutes les politiques d'immigration et d'intégration auraient échoué depuis 50 ans. Mais c'est quoi réussir une politique d'immigration, monsieur le président? L'immigration, Patrice, c'est un dossier qui sent le soufre, non? Oui, alors ça sent le soufre, puisque mardi à l'Assemblée, on imagine bien que de nouveau les bancs socialistes vont s'enflammer. Alors pourquoi, alors que la préoccupation principale des Français reste quand même l'emploi et le pouvoir d'achat, puis on a vu qu'il y a beaucoup de tentatives déjà sur l'immigration, pourquoi aujourd'hui ce texte? Y a-t-il urgence sur l'immigration? N'ayons pas la mémoire courte, la jungle de Calais, ces Kurdes qui s'étaient retrouvés chez nous également, tout le monde a vu que les textes existants ne permettaient pas d'apporter des réponses concrètes. Donc il fallait ce texte qui en plus traduit l'adaptation au droit français de 3 circulaires européennes. Donc voilà de quoi il s'agit. Oui, c'est un texte qui est attendu, c'est un texte important, et je ne suis pas du tout d'accord avec le commentaire qui est fait par cette dame, je crois, qui est enseignante. N'oublions pas une chose, notamment à Calais. Quand vous vivez à côté de la jungle de Calais, le discours là qui vient d'être tenu, ça serait bien d'aller le tenir avec les riverains de Calais. Parce que dans un état de droit, on respecte bien évidemment la réglementation européenne, mais aussi la France est un pays de droit. Quand on expulse, c'est en vertu de décisions de justice. À propos d'expulsion, puisque ce débat arrive justement après la polémique sur les expulsions de Rome, la semaine prochaine, la Commission européenne va dire si elle engage des sanctions ou non contre la France. Si tel était le cas, ce serait un camouflet. Écoutez, moi j'ai entendu 1000 choses sur le sujet. La vérité, c'est qu'au dernier sommet européen, l'ensemble des pays européens ont constaté une chose, c'est que la question des Roms, ce n'est pas seulement une question franco-française. C'est qu'au niveau de l'Union européenne, il y a 2,2 milliards d'euros qui existent, qui doivent être utilisés sur la question de l'intégration des Roms. Voilà ce qu'il faut aussi retenir, parce que c'est la réalité du sommet européen. Mais l'Europe, c'est aussi la Commission européenne. Si elle tape sur les doigts de la France, ça fait mauvais effet, non? Mais la Commission européenne a reconnu elle-même que les 2,2 milliards d'euros devaient être utilisés. Ce n'est pas le cas quand même aujourd'hui. Et il y a différents pays qui sont d'ailleurs dans la même situation que la France, qui ont à faire face à des situations qui doivent être réglées aussi au niveau européen. Évoquons d'autres sujets, c'est notamment le bouclier fiscal, puisqu'on vous parliez tout à l'heure des besoins de faire des économies. Le bouclier fiscal, c'est 679 millions d'euros qui ont été reversés en 2009 aux contribuables les plus aisés. Est-ce que le bouclier fiscal est définitivement intouchable ou est-ce que le débat est ouvert désormais? Christine Lagarde le laissait penser aujourd'hui par exemple, Jean-François Copé aussi qui dit qu'il faut se rapprocher de ce qui se fait en Allemagne. Alors la première des choses, c'est que si c'est 679 millions d'euros, il faut savoir que ces personnes payent beaucoup plus d'impôts à l'origine. Et que pendant des années, on a quand même vu des fortunes, des gens qui réussissent partir à l'étranger. Tout le monde dit « Ah, c'est pas normal ». Les gens qui ont de l'argent, s'ils le dépensent en France, c'est mieux que quand ils le déplacent à l'étranger. Mais est-ce que ça a été efficace? Écoutez, une chose est certaine, c'est qu'on a vu pendant des années, beaucoup de gens partir à l'étranger. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'ils restent? Écoutez, ce que je sais, c'est que s'il n'y avait pas le bouclier fiscal, des fortunes à l'étranger, ça m'intéresse moins qu'une fortune en France. Donc, pas question de toucher au bouclier fiscal? Maintenant, je vais vous dire une chose. Sur la question du bouclier fiscal, est-ce que ce principe de 50% maximum d'impôt, ça a du sens? Bien sûr que oui. Et ça le reste, quelque chose de sensé. Maintenant, sur la question de la convergence franco-allemande, notre principal partenaire, et d'une certaine façon aussi, notre principal concurrent, c'est l'Allemagne. Nous réfléchissons, j'ai d'ailleurs lancé pour le mouvement populaire une mission de travail, avec un député, Jérôme Chartier, qui s'occupe de ces questions de fiscalité, sur cette convergence franco-allemande sur la fiscalité. Mais dans les deux sens aussi, c'est intéressant. Je me rendrai en Allemagne dans les semaines qui viennent pour discuter avec mes homologues justement de la CDU. Un dernier mot, puisque le temps passe vite. On va parler de la menace terroriste en France. François Fillon recevra mardi les présidents de groupe de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a des déclarations de ministres, des rumeurs aussi. Certains parlent d'écran de fumée. Ségolène Royal, Marine Le Pen par exemple. Est-ce qu'au bout du compte, dans ces cas-là, c'est pas au président de la République de s'exprimer? Écoutez, sur le sujet, qui est-ce qui est en première ligne? C'est le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre qui informe. Vous savez, le président de la République se tient concrètement informé en permanence. Mais ce que je sais, c'est que les déclarations de Mme Royal, de Mme Le Pen, sont indignes.
parce que sur un sujet comme celui-ci, nous avons une tradition en France. Quand il y a des menaces terroristes, c'est qu'il y a une forme d'union qui dépasse les clivages politiques et aussi les petits réflexes politiciens. Quand il y a des menaces, il faut le dire, il y a une vigilance qui s'impose et les Français font preuve de beaucoup de sang-froid. Mais pas trop de communication quand même. Attendez, les Français savent faire preuve de beaucoup de sang-froid, que tous les responsables politiques sachent faire preuve du même sang-froid. Xavier Bertrand, il y a d'autres thèmes qui vont venir aussi dans la semaine, c'est Patrice qui nous les détaille. Oui, alors vendredi matin, un sujet plus léger. Nicolas Sarkozy s'arrêtera au Mondial de l'Auto à Paris. Il sera certainement mieux accueilli qu'au Salon d'Agriculture. L'État a prêté 8 milliards d'euros pour sauver ce secteur en difficulté. Samedi, l'ambiance devrait être moins chaleureuse. Nouvelle manifestation nationale contre la réforme des retraites du gouvernement, à 3 jours du débat au Sénat cette fois. Samedi, enfin, à Dijon, les socialistes dévoileront leurs propositions attendues sur la sécurité. Le PS n'avait pas voulu agir à chaud pendant l'été lors de la polémique sur les Roms. On va voir s'ils se sont décomplexés sur ce sujet. Et ce sera le jour des manifs contre la réforme des retraites appelée par les syndicats. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'avoir accepté notre invitation ce soir. La semaine prochaine, notre invité sera François Bayrou dans Soir 3 Politique. Bonne soirée, bonne semaine, merci et au week-end prochain. Vous pensiez ne rien avoir en commun avec l'homme de Néandertal? Faux. Pour tout savoir sur nos ancêtres, une extraordinaire docu-fiction à découvrir tout de suite sur France 3. Béatrice Schoenberg vous propose un hors-série exceptionnel. Le voyage au bout de l'enfer d'Ingrid Betancourt. Il y avait, je pense, une dizaine de guérilleros avec nous. Et plus on s'avançait, plus cette jungle devenait noire, dense. J'ai vraiment un souvenir terrible d'angoisse. J'ai peur, évidemment que j'ai peur, parce que je ne sais pas ce que je vais trouver. Et à partir de là, on est entré dans un autre monde. 6 ans captifs dans la jungle. Documents et entretiens inédits avec Ingrid Betancourt, suivi d'un débat, demain à 20h35 sur France 3.